et de la SFP. Donc je voulais un petit peu remonter plus loin dans le temps que ne l'a fait Jacques, à l'éclatement de l'ORTF en 1974. Il y a quand même eu une belle bagarre pour le maintien du service public, puisque le fait que l'ORTF ait été coupé en 7 morceaux, c'était manifestement la préparation de la privatisation. Ensuite, il y a eu d'autres bagarres, particulièrement au sein de la SFP, où la CGT était très puissante. D'ailleurs, c'était étonnant, on avait l'impression de vivre dans une société socialiste. On ne se sentait pas écrasé du tout, d'abord parce que chaque tournage, on avait un patron provisoire qui était réalisateur, mais sinon le planning, bon, on pouvait retourner à son planning en disant « Oh, le réalisateur est méchant avec moi, change-moi ». Et ça se faisait. On était très libres. Bon, il y a eu des belles bagarres aussi, mais la SFP, progressivement, a été bouffée. Et il n'y a plus de SFP, et il n'y a plus de production lourde, comme on disait, dans le public. Je fais volontiers le parallèle avec les conflits armés qui s'exercent classiquement et où on cible généralement comme point stratégique les autoroutes, les ponts, mais également les points d'information, les médias, radio, télévision, car il s'agit vraiment de points ultra stratégiques. En ce qui concerne la Grèce, c'est un peu particulier parce qu'on aborde là un conflit social à l'intérieur d'un pays, et c'est le pouvoir lui-même qui saccage le seul vecteur d'information qui lui servirait de propagande. C'est une arme dont il dispose et qu'il maîtrise en principe. On est tenté de croire que ce n'est pas le cas en Grèce. C'est encore le cas en France, où le pouvoir maîtrise l'information. Et si Jacques parle à juste titre de l'explosion qui pourrait s'exercer au cœur de l'information, à l'image de ce qui s'est passé à Air France, ces réflexions-là se font non seulement chez nous et auprès des travailleurs de France 2 et des médias en général, mais le pouvoir, lui aussi, se fait cette réflexion-là. Et s'agissant d'une arme essentielle pour maîtriser, pour garder le pouvoir, il fera tout ce qui est en sa disposition pour continuer à maîtriser ce vecteur d'information qui est une arme idéologique essentielle. Poser la destruction des services publics et bien de dire que c'est l'énième service public avec exactement la même architecture. Moi, je suis au PEP 14 et je travaille dans un ex-service public totalement détruit, même si encore au nom de la délégation de service public, parce qu'il y a eu les bien entendu, la dialectique, tout ça, on a ancienne syndicaliste, militante politique, après un passage avant d'adhérer au PEP de 10 ans d'itinérance, d'errement ou de nostalgie, il faut voir aujourd'hui ce qu'on a, c'est loin d'être fini, et les attaques qu'on conduit d'ailleurs à ce que ma route croise le PEP, hein. C'est en ça que l'importance d'être un parti, de faire tout ce qu'on fait, de donner, d'échanger avec les autres, et je pense qu'on est à une croisée là dans les échanges qu'on va mener. Prenons donc ce service public de la télé, mais qui a beaucoup de choses en commun avec celui que je connais de l'énergie, produit de première nécessité. La culture est un produit de première nécessité. C'est en cela que j'ai être privé d'eau, de gaz, d'élec et de foutu à la porte de son logement ou de culture, c'est pour moi aussi vital. Donc c'est en cela que le débat posé ce matin est intéressant. C'est pas seulement les produits qui disent
qui nous amènerait à vivre. Et on voit bien l'espace très réducteur où on nous entraîne sur les produits de première nécessité en disant bon, on nous apprend à nous passer de ceci ou de cela. Ce qui est intéressant également de relier, et ce qui, moi, dans cette fameuse délégation de service public, c'est l'utilisation encore, c'est-à-dire que c'est encore une pompe quand même, et peut-être bien entendu plus en France qu'en Grèce, à l'endroit où on se situe nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement les privés se servent de ça pour récupérer, et la manne EDF est un groupe en évasion fiscale, enfin qui a tous les vices de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui quand même permet, d'ailleurs ce qui m'amène à dire que le système français peut encore perdurer sur ces illusions de service public, parce qu'il y a encore beaucoup d'argent à extraire. Également la question des privilégiés, qui peut-être, par rapport à nos amis grecs, là, je m'interrogeais, nous, au moment de l'escalier où on est, par rapport aux copains grecs, par rapport aux gens en Espagne, par rapport à ce qu'on vit, où, par exemple, je prends mon exemple, moi aujourd'hui je suis à l'université d'automne, mais je vais rester la fin de la semaine en vacances. Donc un certain nombre de Français qui ont encore, par rapport à ce que j'entends, qui ont encore des moyens. C'est-à-dire que nous sommes, ce que je n'aime pas appeler privilégiés, parce que mais qui fait qu'on voit bien que là aussi le système va durer, c'est-à-dire que comme si on avait un certain nombre de personnages dans les entreprises se disent on n'est pas encore le mouton, je pense qu'on a encore un petit peu de laine. Alors de moins en moins, hein, puisque faut se voiler, c'est-à-dire le voile est intéressant d'ailleurs parce qu'il faudrait souvent se voiler pour ne pas voir et pouvoir continuer à respirer normalement avec tout ce qu'on entend. Donc, moi, c'est les levées de boucliers. Je vais prendre l'animateur TV, météo. Donc, je n'ai pas regardé, tu vois, précisément ce qu'il a écrit et tout. Donc, je m'arrêterai juste, je ne juge pas du contenu ou de qui il est, mais, et ça vaut pour Air France, c'est-à-dire qu'on ne fait, il n'y a pas une levée quand même de bouclier. C'est énorme ce qui se passe. Le mec est viré parce qu'il a écrit un bouquin, c'est dans la nature de ce qu'il fait, et donc, j'en resterai là, les urgences à accélérer le mouvement, c'est-à-dire à ne pas se retrouver chaque UA, et je pense que nous, au PEP, on a l'énergie pour bagarrer, et de bien se rappeler que les petites actions, nous on emmène quelques-unes dans le Calvados, elles sont toutes petites et elles peuvent quelquefois faire sourire, puisque c'est un service public, c'est les pompiers, ça pourrait apparaître au début, les pompiers, il y a autre chose à se préoccuper, mais c'est bien l'architecture de destruction et d'impliquer les gens à se révolter et pas attendre qu'on crève. Et un certain nombre d'entre nous s'interrogent d'ailleurs. Moi je le vois dans mon équipe, hein, j'ai une équipe de gens plutôt haute maîtrise, qui ont des moyens, hein, qui vivent bien. Enfin, ils s'interrogent parce que quand même ils sont rattrapés en disant merde, on a fait des gamins, nos petits-enfants. Donc vos exemples et l'endroit où vous êtes et comment on vous a insulté, je dirais, ce qu'on a entendu sur les Grecs payent pour leurs impôts, enfin toutes les conneries, on ne va pas les énumérer et perdre notre temps là-dessus, et qui sont véhiculées par les médias. Donc, on dit souvent, nous, quand les journalistes viennent nous couvrir nos petites actions, on a un petit peu ces difficultés-là, on voudrait les convaincre qui deviennent des militants, donc on les emmène à cet endroit-là et en même temps cette liberté de la presse où effectivement il relève d'un certain nombre de choses. Mais nous on voit que nos actions depuis quelques mois viennent et là il y a eu un coup d'arrêt. On a dit au journal Ouest France, non, vous ne couvrez pas, vous ne couvrez pas le PEP, là c'est pas possible. Effectivement, il y a le point qu'a soulevé Claude et qu'on peut quand même poser une question là-dessus. C'est effectivement comment se fait-il que le gouvernement finalement grec a sacrifié un outil dont il aurait pu se servir, donc qui était absolument essentiel dans le maintien de la paix sociale entre guillemets, puisque finalement, je pense que ce qui est général aux médias, c'est que quand les industriels ou les financiers achètent un média, c'est pas pour faire du bénéfice. C'est donc parce que c'est pas comme une usine de fabrique de
boîte de conserve où on l'achète pour faire du profit. C'est uniquement un investissement pour pouvoir effectivement détourner la société vers leurs intérêts. Ça rapporte rien, et même je pense que ça coûte les dégâts de façon générale. Donc, et surtout, je pense qu'au niveau de la société, c'est un véritable chef d'orchestre. Et c'est pour ça que ça permet de garder la paix sociale, parce que si chacun d'entre nous juge finalement de l'état dans lequel se trouve la société et donc de sa capacité d'agir par rapport aux informations qui nous viennent de la télé. C'est-à-dire que quand on dit les Français c'est des veaux, ils ne vont pas réagir, donc moi c'est pas la peine que je réagisse, c'est en général pas sur notre environnement immédiat qu'on juge, mais c'est sur l'image que nous renvoie la télévision. Et donc c'est un outil formidable de maintien du troupeau, qui sert à maintenir le calme dans le troupeau. Et donc ça sous-entend que finalement le gouvernement grec ne pensait pas posséder, finalement ne pensait pas être en mesure d'utiliser ce moyen-là, puisqu'il le sacrifie. Et en France, je pense que c'est pas du tout la situation, parce que le gouvernement, et à travers les gens qui le représentent, il tient complètement la télévision en main. L'information, c'est plus de l'information, c'est de la propagande. Et ce qui est très amusant, c'est que moi, quand je parle aux gens autour de moi, plus personne en fait n'y croit, c'est-à-dire plus personne ne croit à ce qui est dit aux informations, mais tout le monde croit que tous les autres croient. Et c'est comme ça que le calme dans la société, l'inaction, en fait, c'est un véritable modérateur au sens d'absorbeur de neutrons dans les réacteurs nucléaires. Ça sert à ça. Et c'est absolument essentiel. Donc c'est assez étonnant que finalement le gouvernement grec n'ait pas utilisé ce moyen. Et là je rejoins complètement ton analyse. Ouais. Alors Thémis, pourquoi? En deux mots. Tout d'abord, c'était le gouvernement précédent qui était responsable de la fermeture de l'ART. Okay. Quelles étaient les raisons qui ont exigé ça? Bon, il y avait deux raisons en fait. La première, c'était que les politiques de mémoranda, enfin le mémorandum en cette époque, qui exigeaient 2000 de licenciements tout de suite. La deuxième raison très importante, donc la RT a fermé le 11 juin. Donc on a dit elle a fermé la RT. Quelques semaines plus tard, il y avait au niveau européen une mise aux enchères, oui, de fréquences radiophoniques. Digitales radiophoniques. En fermant à ce moment-là la RT, il ne donnait pas la possibilité à la radiophonie publique de se présenter à cette mise aux enchères et de s'approprier de radiofréquences digitales. Il y avait deux plateformes de diffusion digitale. En Grèce, c'était celle du public qui restait à secret et qui était concernée par la mise aux enchères, et il y avait une autre, DGA. L'autre, c'était celle de la plateforme faite par les sociétés privées qui œuvraient dans le domaine. Du moment où la RT ne s'est pas présentée à cette mise aux enchères de fréquences, il a dû s'adresser au privé et demander qu'on lui loue des fréquences. Et comme il n'y avait plus de fréquences publiques, la RT a en plus été obligée de vendre les réseaux de métères, de chaînes qu'elle avait partout dans les territoires grecs, à la DGA, donc à cette copropriété privée de fréquences. En fait, elle a vendu des biens qui
dont les coûts étaient de l'ordre de 70 millions à un prix de 4 millions. Ce qui s'est passé en réalité, c'était que, on parle de fermeture, mais en réalité, elle n'a pas fermé la ART. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la décision qui est mise en parler, mais on n'a pas eu l'occasion de le lire. Donc, le Conseil d'État, auquel ils avaient eu recours les syndicalistes du syndicat officiel, il a décidé finalement qu'il y avait le ministre des Finances qui allait être désigné comme responsable pour par la suite, donc pour que la ART continue à fonctionner sous un autre régime et en attendant que le nouveau organisme de radiophonie et de téléphonie soit créé. La ART, donc, elle n'a pas fermé, mais elle est passée, son fonctionnement est passé sous un autre régime, un régime privé, et en même temps, elle a continué à fonctionner. En fait, en vérité, elle était sous la main du régime, du gouvernement. Bon, on revient à ta question. Et donc, c'était donc le bénéfice qu'ils avaient. Ils ont utilisé comme outil l'ART dans ce sens-là. Et bon, et puis il y a eu le fait qu'elle ne possédait plus de fréquences. Aujourd'hui, quel est l'enjeu? C'est qu'après la venue du Syriza au gouvernement, le gouvernement de Syriza ne pas retourner à l'état précédent de la radiophonie et de l'ART, telle qu'elle était avant la fermeture. Il s'est basé sur le texte du gouvernement précédent et il a juste changé le nom en fait. Mais il restait le problème de la plateforme digitale. La ART actuellement, elle peut 4 millions, à peu près environ 5 millions par an pour louer de fréquences à la DGA. En ce moment, elle doit racheter à la DGA tout ce qu'elle a vendu pour avoir. Il y a un projet de loi très récent pour le média. Dans ce projet de loi, il y a une prévision de la création d'une fréquence publique nouvelle. Dans le contexte de la crise, tout le paysage de la radiophonie privée, etc., est redéfini. Il y a des mesures qui, de manière, on va dire, élégante, finissent à permettre aux capitaux privés de continuer à posséder des chaînes, mais pas n'importe quels, seulement les capitaux privés forts, et continuer à posséder les chaînes qu'ils possédaient sans les avoir jamais achetées. L'héritage principal de la fermeture de la ART et du combat des travailleurs. Tout le monde, enfin tous ceux qui ont été sensibilisés via ce qui s'est passé, savent maintenant que les fréquences radiophoniques sont un bien public. Ce qu'on a essayé pendant cette période-là, et qui a été très important que ça aboutisse, c'était que tout collectif, tout groupe social, tout citoyen puisse se présenter et parler, s'exprimer, et qu'on a montré en tant que travailleurs que du moment où on a pu s'approprier un immense moyen de production comme celui de l'ART, et on est parvenu à le faire fonctionner avec de l'autogestion et dans un contexte d'organisation horizontale, de modèle d'organisation horizontale, et en montrant qu'il appartient à tous les citoyens directs, jusqu'à la venue de Syriza, qui a tout détruit.
Oui, moi je voudrais juste rajouter un mot aussi. Je pense que dans l'affaire de RT, il faut comprendre la bataille politique internationale qui est menée par l'Union européenne. C'est pas seulement une affaire grecque, l'affaire de RT. L'affaire de RT, ça marque fondamentalement une volonté politique d'aller jusqu'au bout contre les peuples à travers le peuple grec. La Grèce, c'est pour l'Union européenne un ballon d'essai pour toute l'Europe. Ils testent en Grèce jusqu'où ils peuvent aller ailleurs. Parce que regardez bien sur le fond des choses, la façon dont ils nous racontent ERT, dont je vous parle du service public en France. Globalement, on comprend que les objectifs politiques, économiques et financiers sont les mêmes. Les situations sont différentes. En Grèce, il y a une opportunité pour l'Union européenne. C'est de ne pas faire de détour. C'est d'aller direct au but. C'est de tout casser. Donc, jusqu'où le peuple grec va autoriser à ce que tout soit cassé. Et c'est ça qu'ils cherchent. Par exemple, moi, pour le documentaire que j'ai tourné en Grèce, je suis allé à côté d'Athènes et à côté du port du Pirée, dans une petite ville où j'arrive chez Médecins du Monde. Je tombe chez des médecins qui soignent des gens, et les types me disent la chose suivante. Ils me disent, à l'époque, ici, c'était 80% de marins étrangers qui venaient, qui étaient malades dans leur bateau et tout, qui venaient, 20% de Grecs. Aujourd'hui, c'est 90% de Grecs, 10% de marins étrangers. C'était quelle année? C'était il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Donc si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple sur le terrain de la santé, ils ont testé jusqu'où ils pouvaient aller dans la destruction de la santé publique, et ils l'ont testé en Grèce. Et derrière, qu'est-ce qu'ils visent? Eh bien, partout, et notamment en France, où vous avez une manne considérable à travers la sécurité sociale, à travers le salaire différé, et savoir comment ils vont le piquer. Si ça marche en Grèce, pourquoi ça ne marcherait pas ici? Et donc, la question du service public d'information, à mon avis, la question de RT, c'est comme ça aussi qu'il faut la comprendre. C'est terrible pour les Grecs, sur la façon, la brutalité avec laquelle ça s'est fait, le fait qu'ils osent faire ce que les colonels avaient fait, ce qui n'avait pas été fait depuis les colonels en Grèce, ça c'est terrible. Mais en même temps, c'est terrible au niveau international, parce que c'est un ballon d'essai pour voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Alors après, si vous voulez, tous les discours de l'Union européenne, parce que je pense qu'il faut revenir là-dessus, sur les services publics, services d'intérêt généraux, sur les délégations de services publics, etc. Services au public, tout ça sont des escroqueries intellectuelles absolues, mais ça on l'a vite compris. Je veux dire, dans n'importe quel service public, qui est un service au public ou un service d'intérêt général remis dans les mains du privé, vous avez compris que si vous allez foutre 3 sous dans la boîte du privé en question, vous n'avez rien à cirer, que ce soit un service au public, un service d'intérêt général, ce qui compte, c'est que ça vous rapporte 4 sous, c'est tout. Après, c'est l'habillage. Ça permet de privatiser, ou ça permet de faire passer dans les mains d'intérêts privés des services qui, théoriquement, sont des services publics. C'est quelque part un retour à l'ancien régime, avec la méthode des charges. Oui. Dans l'ancien régime, le pouvoir politique se déchargeait sur les privés par le système des charges, c'est-à-dire qu'on achetait une charge de percepteur, on achetait une charge de ci, de là, et finalement, en rendant service à l'État par le travail qu'on faisait, on se payait sur la bête. Voilà. Et en fait, il y a des tas de choses qui en fait existaient sous l'ancien régime, qui reviennent sous d'autres noms. Bien sûr. Habillés autrement. Les PPP, c'est les charges. Alors si vous voulez, juste pour terminer... C'est des trucs qui ont existé avant la Révolution française. Juste pour terminer, au Moyen-Âge. Je pense que ce qui est important là, c'est de comprendre que l'affaire de la Grèce, ça n'est pas l'affaire des Grecs. Oui, c'est ça. Ça, c'est la question fondamentale qui doit ressortir à mon sens. L'affaire de la Grèce, c'est l'affaire des peuples européens. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, les réactions qui existent en Grèce, les réactions qui existent en Espagne, la façon dont on peut en débattre ici, nous aurions tous intérêt à ce que tout cela se fasse en communauté, que les efforts soient mis en commun, et que tout cela soit, et c'est la discussion sans doute de ce soir, structuré de telle sorte qu'il y ait quelque chose qui prenne cohérence, non pas chacun dans son coin, mais au niveau international, tous ensemble, sur la même ligne, parce que ce sont les mêmes problèmes. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, donc
après la réouverture entre guillemets, de l'ART par le Syriza, les travailleurs ne sont pas retournés dans leur statut précédent. Bien sûr. Aucun rapport. Et donc, il n'y a pas, enfin, tout est vague en ce qui concerne le statut de travailleurs au sein de l'ART. Ils ne sont pas tous revenus non plus. Et ils sont pas tous revenus non plus. Enfin, tout ça, c'est un marronnier, comme on dit chez vous. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours au nom, ça a toujours été au nom des économies parce que c'était trop cher, ça a toujours été au nom des privilèges ou des pseudo-privilèges qu'on a décidé de passer au privé. Rien n'est changé depuis des dizaines d'années. Là-dessus, il y a quand même une position particulière du service public, enfin de l'audiovisuel public, que les gens sentent peut-être moins nécessaire qu'il soit au public aujourd'hui que certains autres services publics. Et donc, la casse peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Puisque c'est entamé sur la santé, et que la santé était réputée être un maillon fort de résistance populaire potentielle, et que finalement, ça passe pas trop mal. Ce qui en théorie faisait peur, c'est-à-dire le service public de l'audiovisuel, parce que depuis l'après-guerre, ça a été un monument, et on imaginait que le service public c'était un bastion imprenable. On ne l'a pas attaqué directement, mais on l'a attaqué petit à petit, comme d'habitude. On a attaqué une partie plus dure, qui est la santé, par exemple, ou les transports qui sont attaqués, ou les fluides, l'énergie. Hein, et puis maintenant que tout ça est rogné, eh bien cette partie qu'on croyait extrêmement sensible peut être complètement attaquée. Et avec peut-être moins de résistance. Moi, c'est ce que je pense. Oui, moi je vais au départ, juste une question peut-être technique ou que j'ai pas bien compris sur ce que disait Jacques, et après une chose pour Fémis, et je vais aussi faire un rappel sur quelque chose. Alors, tu as mentionné que les droits de commercialisation donc, des émissions appartiennent aux boîtes privées qui mettent 20% du fric. Est-ce que tu peux dire comment, pourquoi? Tout de suite. Ça va, c'est ma question technique, disons. La question technique, si tu veux, c'est parce que c'est la loi Pascal. Les lois ont instauré le fait, c'est aussi bête que ça, qu'à partir du moment où une boîte privée met 20% dans une production, la chaîne publique qui a mis 80% a droit à 2 diffusions, et après les droits ne lui appartiennent plus. Les droits appartiennent et de commercialisation et de diffusion à la boîte privée. Donc c'est juste une absurdité qui a été instaurée par une loi, c'est ça? On va dire que c'est une volonté, c'est une volonté, si tu veux. Non, si tu veux, du point de vue du service public, c'est une absurdité. Du point de vue des boîtes privées, c'est un bénéfice qu'ils en tirent. Ça veut dire que si, par exemple, tu produis avec 20%, alors que la chaîne publique va mettre 80% dans la production, un produit quelconque que tu veux diffuser une 3e fois, eh bien tu vas devoir pour la 3e fois racheter le produit à la boîte privée. Alors c'est toi qui l'as payé. Voilà. La deuxième question, je voulais demander à Félix, quelle est la situation des travailleurs aujourd'hui dans l'ERT après être en partie re-embauchés, mais dans de mauvaises conditions? Est-ce qu'ils sont paralysés, désorientés? Est-ce qu'ils sont en mouvement? Non, il n'y a pas de vraie réaction parce qu'il y a la conviction chez la plupart des travailleurs que c'est le gouvernement de Syriza qui a réouvert l'ART. Donc il y a certes ça bouge un peu, on pourrait dire, en quelque sorte, entre camarades qui avaient milité au sein de l'ART lors de l'occupation fonctionnelle, et donc qui se disent entre on a fait un combat pour rien, on a mené un combat pour rien jusqu'à-là, mais c'est encore très partiel, ça n'a pas encore une dynamique qui pourrait nous permettre de parler d'un mouvement. Je voulais ajouter en dernier qu'il y a un autre élément qui a été mis en relief
suite à ce qui s'est passé et qui est d'ordre national, d'importance nationale, et qui est en rapport avec un danger potentiel. Il y a eu un fait, donc c'était que quand on a eu le noir sur le récepteur, sur les postes de télé, c'était parce qu'il y a eu le signal qui a été coupé. Et donc, ce signal, il a été diffusé via la société de télécommunications. Les militants, les travailleurs qui avaient participé à l'occupation fonctionnelle, comme ils étaient en train de vouloir restaurer le signal pour qu'il n'y ait plus de noirs sur les postes, ils ont contacté les travailleurs du service de télécommunications grec en leur demandant qu'ils trouvent les codes, qu'ils fassent un effort. Et eux, ils ont répondu, et c'était comme ça que ça a été découvert, qu'ils n'ont pas de mot de passe, pas de code, parce que tout est gardé au Berlin. Les émetteurs de la ERT servent aussi pour transmettre le signal qui utilise le ministère de la Défense pour ses propres. Donc, au moment où il y a eu le noir, on a aussi découvert que le ministère de la Défense ne pouvait plus faire circuler le message. Deux, trois choses. D'abord, il y a en France, pour les camarades grecs, il y a en France des gens de gauche radicale, qui défendent encore Syriza en donnant comme exemple le fait que Syriza a rétabli ERT et rétabli les droits des fonctionnaires de ERT. Donc, je pense que très concrètement, il faut que vous écriviez un texte qu'on puisse traduire et que nous devons diffuser massivement pour expliquer la vraie situation dans laquelle se trouve ERT. Ça fait encore partie des illusions, là, aujourd'hui, des illusions qu'on aime bien croire. Oui, dans la même direction, donc je voulais, moi, signaler un site internet qui est intéressant. Elle n'avait pas fini, Michel. Ah, oui. Non, mais c'est pas grave. La deuxième chose, sur l'audiovisuel, on n'a pas trop de temps, mais sur l'audiovisuel public, il faut comprendre que pendant des années, ça a été très décrié, y compris par la gauche quand elle n'était pas au pouvoir, et l'extrême gauche aussi, puisque l'information en France était directement contrôlée par le pouvoir, et notamment par le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'aucun journal télévisé n'était publié sans la validation du président de la République. Hein, je passe. Ministre de l'Information. Oui, et qui en référait au chef de l'État si besoin. Donc, c'est pas négligeable. C'est que pour une partie des citoyens, de la population, au fil du temps, le privé, dans les médias audiovisuels, était synonyme de liberté d'expression. Bon, je passe, on pourrait tenir 2 heures là-dessus, mais ce n'est pas négligeable. Mais j'ai autre chose à dire. C'est que dans cette affaire, il y a au moins 2 enjeux. Dans l'affaire de RT, comme dans l'affaire de France Télévisions, comme dans l'affaire de toutes les structures d'information publique. D'une part, il y a le contrôle de l'information, du contenu, qui est indispensable comme arme de guerre idéologique du capital et des néolibéraux en particulier. Donc peu importe qu'on perde de l'argent, on contrôle les journaux, on met de l'argent dans les journaux, y compris les journaux qui étaient de gauche, on va dire comme ça, ou comme il y a très longtemps Libération, et on les contrôle et on prend le temps. Moi, à chaque université d'automne, je bassine tout le monde en expliquant qu'il y a une grande différence entre le rythme politique, enfin, des échéances électorales, des équipes politiques, et le temps possible pour l'Union européenne et pour les néolibéraux. Ils ont le temps. Ils mettront 10, 15,
20 ans, ils s'en foutent. Et ils le feront. Ça frétille, ça résiste un peu, on contourne. Ils ont mis plus de 10 ans sur l'affaire de la Poste. Hein, bref, je passe. La deuxième chose qui est essentielle, c'est d'abord de bousiller le statut des fonctionnaires de l'audiovisuel public. Parce que c'est la seule garantie possible pour ces journalistes de pouvoir exercer leur métier à partir des guillemets valeurs du service public et qui est un rempart, qui est une protection pour eux et qui est une difficulté pour leurs employeurs. Hein? Donc là aussi, ça prendra le temps. Quand des Jacques Cotta seront à la retraite et autres, ben, il n'y aura pas de remplaçant de ce type-là et il n'y aura que les boîtes de prod, etc. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est tout le monde sait bien que tout ça est stratégique, l'information, etc. Pourquoi la gauche, de gauche, les organisations de la société civile, les poètes camembert, les associations, les ONG, les mouvements d'éducation populaire, ferment-ils leur gueule? C'est-à-dire, quand je dis ça, je ne parle pas seulement là de maintenant. Un combat mené à l'intérieur d'Attaque, par exemple, il y a plus de 10 ans, sur la dénonciation du passage des médias dans les mains des financiers, de la guerre idéologique, des pressions faites sur les journalistes, de la perte du statut, etc., en utilisant que des pigistes, etc. Pourquoi elle se tait? Parce qu'elle a peur. Parce que les partis politiques de gauche radicale, les syndicats, les machins, sont encore dans l'illusion qu'ils pourraient un jour être bien traités par les médias, et en particulier les grands médias. Donc ils ont peur. Tu comprends, Michel? Si on attaque les médias, ils vont plus nous passer nos infos. Mais bordel, ils n'ont jamais passé nos infos. Quand ils les ont passées, c'est pour les détourner. Donc, aujourd'hui, le résultat, pourquoi je m'énerve? C'est parce que le résultat d'aujourd'hui, devant lequel nous sommes, est aussi largement la responsabilité de guillemets du mouvement, des mouvements sociaux, des syndicats, pour appeler un chat, et pas là des syndicats des journalistes, pas des syndicats internes, de l'ensemble du mouvement syndical et des directions des organisations politiques de gauche et d'extrême gauche. Et c'est pas faute d'avoir essayé de travailler sur ces questions, d'avoir mobilisé, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que c'est le règne de la peur et en même temps c'est le règne de l'illusion. Je clôt là-dessus. La même illusion qu'il y a sur la réforme de l'Union européenne de l'intérieur, c'est la même. Elle est portée par les mêmes gens, entre ceux qui disent oh ben non, on ne va pas attaquer les médias, qui confondent d'ailleurs médias et journalistes, ce qui n'a pas la même chose. Il n'y aurait rien de mieux qu'un grand mouvement social de citoyens qui permettrait aux journalistes à nouveau d'exercer correctement leur métier. Et puis enfin, faut se tourner vers l'expérience menée au Venezuela et au Brésil en termes de médias citoyens, populaires et politiques qui donnent de la place avec des professionnels du journalisme, c'est-à-dire pas seulement la radio locale avec 3 pleux machin, etc., mais avec des professionnels du journalisme et qui travaillent directement avec les citoyens, qui font des reportages dans les quartiers, enfin bref, on n'a pas le temps. On a donné la parole aussi dans les universités d'automne qui ont précédé à ses camarades vénézuéliens et au Brésil, il y a eu des expériences similaires. Mais nous, en France, on est incapable de le faire. On est totalement incapable de le faire aujourd'hui pour des raisons politiques, d'une part, et aussi parce que les militants ne veulent pas se former à ces techniques-là. Voilà. Et donc là, il y a un passage qui pourrait se faire, rêvons au moins une demi-minute, entre des journalistes comme ceux de RT, des gens comme des Jacques Cotta, des gens comme Pierre Lévy qui est ici pour le journal Rupture, des militants comme nous, pour aller abonder de l'information accessible à tous et d'une manière, j'allais dire, rigoureuse. Et là, je fais bien la différence entre la propagande politique que nous sommes amenés à faire, hein, qui est notre boulot de militant,
et le travail d'information, de transmission d'informations avec des points de vue qui peuvent être différents, mais qui organisent le débat et qui organisent le débat aussi dans la tête des citoyens. Vous aurez compris que je suis très passionnée par la question, parce que depuis 15 ans, j'en ai marre. Merci. Un petit peu ce que disait Michel, du coup, comme au moment où la liberté est arrivée en autogestion, donc ça pose aussi le problème de qui maîtrise l'information, parce que est-ce que ça doit être seulement les journalistes qui étaient là au préalable dans cette organisation, et comment vous avez essayé du coup d'être plus au contact des citoyens, ou peut-être que vous l'expliquez dans votre texte. Voilà, parce que c'est un bien commun, donc ça ne suffit pas de dire c'est l'État qui s'en occupe, ou c'est les gens qui travaillent qui s'en occupent, et voilà. Et comment est-ce qu'on gère aussi de façon, avec les lois, l'organisation des médias de façon à ce que ce soit démocratique. Quelle réflexion vous avez là-dessus, peut-être quelle critique aussi de la part des citoyens grecs sur cette nouvelle forme d'organisation qui n'est pas forcément légitime non plus, a priori. Elle a raison, parce que tout ceci est expliqué, bien expliqué dans le texte. Mais comme on a dû passer la partie où ceci était détaillé, alors on aura le texte. Oui, vous allez le voir. En français. Donc, tout est décrit en détail. Ok. Je voulais signaler l'existence d'un site internet qui a fait du travail sur les médias en Grèce, et il y a donc des articles en anglais et aussi une partie traduite en français qui s'appelle Dialogos Media, et c'est très intéressant.